Écoutez, je vais me permettre de vous accueillir. Donc, Monsieur le Président du Directoire, très cher Jérôme Dezobry, Monsieur le Président de la FRTP Hauts-de-France, cher Frédéric, Monsieur le Président des Terrassiers de France, cher Benoît, bien sûr, chers collègues et amis entrepreneurs, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans la Maison des Travaux Publics. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour, je dirais, cette session finale qu'on a appelé le sourcing du canal SNSE, donc Seine-Nord Europe. Un projet qui est très important pour la région Hauts-de-France, mais pas seulement, mais aussi pour les régions avoisinantes. Un projet ambitieux pour la France, pour une vision des infrastructures françaises, pour le développement du fret fluvial et plus généralement, comme je viens de le dire, pour l'aménagement du territoire. Première chose, et au risque de redite, je veux saluer une nouvelle fois la démarche de sourcing engagée depuis 5 ans maintenant par la Société du Canal. Une démarche à laquelle notre Fédération des Hauts-de-France et notre syndicat des terrassiers se sont associés depuis le début, avec bien sûr l'accompagnement de nos équipes de la FNTP, et je salue la présence de Camille ici, dans un double esprit de collaboration et de partage d'expérience. Une démarche qui a permis de préciser les besoins en amont des procédures de passation et d'adapter les montages contractuels aux spécificités des différents marchés. Une démarche qui a également permis d'intégrer nos préoccupations communes en matière d'innovation, d'accès des PME au marché et d'insertion des personnes en difficulté. Les ateliers qui se sont tenus tout au long de ces mois sur différents sujets et thématiques ont permis de confronter les positions et d'aboutir à des solutions qui me semblent satisfaisantes pour toutes les parties, à la fois Société du Canal, comme pour les entreprises de cette maison des travaux publics. Mon deuxième message est simple et court. Une part importante des marchés du canal a déjà été passée. D'autres sont à venir. L'essentiel est maintenant d'aller au bout du projet. Très important. Parce que c'est un projet structurant pour le Nord. Plus généralement parce qu'il faut montrer qu'il est encore possible de réaliser de grands projets d'aménagement en France. Que ce soit en matière fluviale, mais aussi routière, ferroviaire, énergétique. La décroissance, vous le savez, n'est pas ma tasse de thé. Je suis de ceux qui pensent qu'un pays ne se développe pas sans infrastructures de qualité et bien entretenues. C'est le message que je porte sans relâche depuis des semaines au COI, parfois contre des positions contraires, et Dieu sait s'il y en a, qui jugent notre pays suffisamment équipé et nos infrastructures en parfait état de marche. Je peux vous assurer, sans faire de jeu de mots, que ce n'est pas un long fleuve tranquille que défendre un tel projet qu'est le CSNE. Je pense, évidemment, comme tous les entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui dans cette salle, et je crois que je ne trahis pas leur parole en disant qu'on porte tous ici dans cette mission, dans cette maison, l'ambition du développement et la fierté d'être français et de développer les grands projets français. Donc je pense que, et je le dis encore, et comptez sur nous, Monsieur le Président du Directoire, pour défendre ce projet. Comptez, Jérôme, plus particulièrement sur moi pour essayer de le porter haut et fort au sein du COI. Écoutez, maintenant, je vais laisser la parole, je crois, à Frédéric qui veut nous dire 2 mots en tant que, je dirais, local de l'étape, même si cette réunion s'est décentralisée à Paris. Et après, je laisserai aux équipes de CSNE manager le temps, puisque c'est vous qui, après, serez le maître des horloges. Voilà. Bon après-midi à tous. Frédéric, je te passe la parole. Merci Alain. En effet, la région des Hauts-de-France est plus qu'impactée par ce grand chantier. Et la profession des travaux publics des Hauts-de-France est mobilisée depuis des décennies sur ce projet qui a été porté et qui est toujours suivi par Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. C'est une réalisation qui est aussi incarnée par Jérôme Dezobry, qui en a connu toutes les phases.
Cher Jérôme, cela fait des années et des années que nous travaillons ensemble sur ce projet. Ce fameux canal qui a parfois connu des méandres plus ou moins inquiétants. Aujourd'hui, en 2026, la ligne est tracée et comme le dit Xavier Bertrand, on a démonté la marche arrière. Pour la région des Hauts-de-France, le canal Seine-Nord est un énorme chantier. Depuis, d'autres projets se sont greffés et qui ont rejoint ce club des chantiers milliardaires en euros, des Hauts-de-France. On pense bien évidemment à l'EPR2 de Gravelines, aussi au futur nouveau tramway de la métropole lilloise, et on entend aussi parler du futur service express régional métropolitain, un investissement potentiel de près de 10 milliards d'euros. La question qui va se poser dans les années à venir, ce ne sera pas « aura-t-on assez d'activités ?» Non, l'interrogation de travaux publics sera « comment faire pour répondre à toute cette demande ?» La démarche de sourcing entreprise par le canal Seine-Nord Europe se justifie encore. Comment faire pour répondre à cette demande? Les discussions et échanges entrepris depuis des années dans le cadre de ce sourcing ont permis d'avancer. Leur restitution aujourd'hui est très attendue. Aujourd'hui est un jour important qui marque la clôture de ce travail de sourcing. Cette rencontre est aussi une étape, car nous savons tous que rien n'est jamais figé. La gestion des chantiers et des entreprises repose aussi sur l'agilité. Il y aura encore des échanges, des discussions. Cher Jérôme, tu sais pouvoir compter sur les entreprises régionales et leurs représentants dans la fédération pour maintenir ce climat fait d'écoute et de respect mutuel et qui permet de faire avancer ensemble ce projet extraordinaire et d'en voir un jour l'aboutissement. Merci. Cher Alain, cher Frédéric, merci pour vos mots, si gentils à l'encontre de la Société du Canal et de ma personne, mais c'est bien un travail d'équipe, un travail collectif, et le président Xavier Bertrand, il travaille quotidiennement, encore aujourd'hui avec le président de la République à Dunkerque, puisqu'en effet, comme tous les projets, Frédéric l'a dit, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, c'était très important de revenir ici. Sur certains bancs d'école, j'ai appris, sans doute certains d'entre vous l'ont lu, c'est les lieux de mémoire du regretté Pierre Nora, qui explique qu'en effet, que pour faire nation et pour faire équipe, il y a d'important d'avoir des lieux. Et sans doute que ce lieu en est un, outre la CCI Hauts-de-France, outre Péronne, outre Compiègne, que nos maîtres d'œuvre présents ici ont pris avec goût à faire le TER Paris-Compiègne, plusieurs fois par semaine, nous y tenons. Donc c'est sans doute un lieu de mémoire parce qu'on avait engagé ici cette démarche très importante du sourcing avec le SPTF, et je remercie Franck Rousseau qui avait initié cette démarche initialement sur les terrassements et qui, on va le voir, n'est pas un long fleuve tranquille, au contraire, c'est élargi pour en effet, et merci Alain, trouver une position satisfaisante. Donc je pense en effet c'était extrêmement important de revenir ici. Et donc quand j'ai appelé Alain début janvier, parce qu'on nous a réservé un autre amphi, je dis non, il faut revenir au même endroit pour voir tout le chemin parcouru. Parce qu'en effet, tous ensemble, on a fait un chemin parcouru assez remarquable avec vous, parfois contre vous, mais maintenant ensemble, parce que je pense, comme tu l'as dit, on a une position satisfaisante. Alors ce lieu de mémoire aussi, il faut se rappeler qu'on a une chance inouïe, c'est qu'on est, sans plagier une autre chaîne concurrente, une génération canal. Parce qu'un canal, on en fait un par siècle dans notre pays, c'est assez curieux, et c'est la région Hauts-de-France qui en général les fait. Un entre le 18e et le 19e, qui était le canal de Saint-Quentin, relancé par Napoléon. Un entre le 19e et le 20e avec De Guerre, le canal du Nord, relancé par le général de Gaulle. Et je ne comparerai pas Xavier Bertrand à Napoléon ni au général de Gaulle. Mais en tout cas, un projet arrêté au 20e siècle et relancé au 21e siècle pour le canal Seine-Nord-Europe. Donc c'était important de vous dire que tous vous faites partie de ce collectif, de ces lieux de mémoire. Et je vous invite, lors des vacances que vous aurez en février, de revoir quelques-uns de ces lieux de mémoire que sont, n'est-ce pas, le moulin de Valmy, ou notamment, et dans ta région, j'imagine qu'il y en a beaucoup également, donc c'est ça et le canal du Midi, donc en effet, qui fait sens dans notre société. Alors, que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Alors déjà, géographiquement, puisqu'il a fallu aller à Noyon, n'est-ce pas, avec une très belle cathédrale. Il a fallu aller à Lille. On ne vous a pas encore amené à Péronne, mais ça va venir, avec le pont canal de la Somme. Et puis également ici. Mais que de chemin parcouru par le projet, parce que quand on est venu, on était quand même un peu fragile.
Donc maintenant, on est quand même un préadulte, parce que vous le savez, et on en parle souvent avec Alain pour d'autres projets avec qui on fait pas mal de benchmark, projets autoroutiers. On est un adulte parce que déjà, nous avons sur les 107 km une autorisation environnementale. L'ensemble, sur ces 107 km, nous avons des avis favorables du CNPN. Nous avons en tout et pour tout 2 recours. Ce qui, pour vous, entreprise, veut dire que ce projet est dérisqué de ce côté-là. Parce qu'en effet, alors, on ne peut jamais dire jamais, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, le maître d'ouvrage, avec les services de l'État, a fait son job. Donc à vous aussi de faire votre job demain, on en parlait, respecter les emprises, respecter l'arrêté d'autorisation, mais il n'est pas si compliqué que ça, parce qu'il a été, on va le voir, pensé, et après les premières expériences dont certains dans la salle d'ailleurs, n'est-ce pas, Monsieur Letzelter a fait l'expérience, sans doute le chantier le plus compliqué. Et comme il me le disait, on a sans doute rendu la rivière Oise mieux qu'elle était avant, d'accord, clairement, ensemble. Donc c'était sans doute un premier chantier. Vous imaginez dans notre pays dévier 4 km de rivière naturelle, n'est-ce pas, avec la bonne recharge granulométrique pour que les poissons qui aiment le courant, ceux qui n'aiment pas le courant passent, ainsi de suite. Et bien tout ça c'est fait, c'est derrière nous, c'est plus à faire. Et sans doute que ce chantier du secteur 1 est très différent du reste. Et donc en tout cas que de chemin parcouru et bien entendu de risques en termes d'autorisation pour vous qui sont levés dès lors qu'on la respecte. Mais c'est pas si compliqué, on va le voir cet après-midi. Alors que de chemin parcouru aussi par l'équipe de la Société du Canal. Et avec vous. Alors l'équipe de Société du Canal, c'est toujours très important pour le directoire et pour moi de vous la présenter, parce qu'ils ne sont pas tous venus, parce qu'ils sont tous très occupés. Vous avez vu aussi, vous êtes très occupés parce qu'on vous a donné quelques consultations à faire. Donc je vais vous les présenter, ceux en espérant n'oublier personne. Donc Séverine Rich, membre du directoire, qui va me rejoindre pour qu'on vous présente l'ensemble de la procédure depuis les 5 ans et cette première démarche. Vincent Hulot, membre du directoire, plus en charge des questions techniques. Je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter Benoît Deleu, parce que ce n'est pas un lieu de mémoire, mais c'est la mémoire du canal, à lui tout seul, puisqu'il est là depuis le début. Ensuite, donc Gaëtan Potier, donc, directeur technique adjoint et en charge de l'OPC, notamment, donc, puisqu'on a un OPCG aussi désormais. Donc, Nicolas Dumont à ses côtés, donc directeur des marches Grand Chantier, qui notamment s'occupe de l'ensemble du dispositif Canal Entreprise, Canal Solidaire. Alors, un nouveau visage peut-être pour vous, c'est Marc Bouet, il faut peut-être qu'il se lève. Alors, on a une pensée pour Barbara Grisot, qui est une directrice des marchés publics, mais qui a rejoint à nouveau la RATP, et Marc, qui était son adjoint, la remplace en tant que directeur des marchés publics. Derrière, je vois Franck Rousseau, pareil, faut-il le présenter, notre directeur terrassement et innovation, parce que vous savez que, n'est-ce pas, Benoît, c'est un petit chantier de terrassement quand même. On n'en a jamais fait des comme ça. Donc voilà. Donc heureusement que toute l'expérience de Franck est là. Sylvain Goga, directeur du secteur 2. Donc il faut peut-être qu'il se lève parce qu'il est très timide en fait. Ça, c'est pas du tout le style. Je vous le conseille de le suivre sur LinkedIn. Tous les vendredis matin, il y a quelque chose d'intéressant. Et William Diers, directeur du secteur 4, donc tout là-haut dans le nord, et qui a la bonne idée de supporter le LOSC, n'est-ce pas? Il n'y a pas que le rugby dans la vie, mon cher Alain. Donc entre autres, voilà. Oui, bon, Lille, c'est pas ça. Donc vous voyez beaucoup de projets, de chemins parcourus. J'ai oublié personne dans la salle. Et puis ici, on a un membre de l'équipe, Guillaume Magnier, tout au fond, qui est alors à moitié de Société du Canal, du département du Pas-de-Calais, on va en parler beaucoup, qui est le chef de file des clauses d'insertion. Et donc c'est votre agence de recrutement gratuite en termes de recrutement des personnes en insertion, et ceux qui ont déjà fait des chantiers chez nous savent quelle est l'efficacité de ce dispositif, mais je sais qu'on y reviendra parce que c'est un grand sujet. Alors, que de chemins parcourus, mais encore beaucoup à cette génération Canal, et dont vous faites partie, à faire du chemin. Du chemin en vue des prochains chantiers. Alors déjà, ce qui est extrêmement essentiel pour vous et nous, c'est la sécurité de nos compagnons. Nous avons délibéré une politique prévention. On a un partenaire clé qui est l'OPP BTP, que l'on voit régulièrement. Le 24 mars,
tout leur conseil des mandants vient visiter le chantier et font leur réunion à la Société du Canal à Compiègne. Et donc, on a délibéré notamment un dispositif qui s'appelle le passeport prévention canal, qui n'est pas le PASI, mais qui ressemble un petit peu, avec cette sensibilisation de tous les salariés et tous les compagnons sur le chantier dans le premier mois, de façon à valider auprès de vous le savoir-être, notamment en termes de prévention. Et donc, les futurs bénéficiaires des clauses d'insertion sont formés par les départements passeport prévention canal, comme la région forme aussi tous les salariés en reconversion avec le passeport prévention canal. Donc, ce sont des salariés qui sont disposés pour vous directement employables de ce côté-là. Beaucoup de chemin à parcourir aussi sur l'innovation. On a un suivi satellite par intelligence artificielle de l'ensemble du chantier et on connaît les mouvements de terre. L'Europe y tenait, puisque, comme vous le savez, c'est un projet européen. Et puis aussi, bien, beaucoup de chemin à parcourir dans la maîtrise de l'environnement et dans l'ambition. Et je sais que les premières entreprises qui travaillent avec nous y veillent tout particulièrement. Donc voilà, donc l'ambition, c'est de faire avec vous un projet du 21e siècle. Et cette clôture, parce qu'on voulait qu'à un moment revenir au même endroit pour dire « ça y est, on aime bien les choses bien rangées, le travail est fini, la position... » et encore merci Alain, est satisfaisante. Comme dans un vieux couple, il y a des choses qu'on a négociées ensemble et que maintenant on sait comment... vous n'avez pas tout eu, mais on a aussi beaucoup avancé vers vous. Et je pense que c'est important maintenant, avec Séverine, de vous faire quelques étapes de tout le travail qui a été fait depuis. Voilà. Alors... Vous rappelez ça marche les épisodes précédents, donc à deux voix. Vous voyez un peu tout le chemin parcouru. Ouais. Très bien, en effet. Donc, le déroulé de l'après-midi, on a voulu une après-midi ramassée, parce que vous connaissez tout ça. On vous rappelle plus les épisodes précédents et surtout, on vous donne quelques clés pour retrouver tout ce travail sur nos sites internet. Je mets nos sites internet, parce que la FNTP a tout repris et la FRTP également. Et puis, faire un point d'étape pour vous remettre un peu où on en est. Et puis, sans doute, un des points les plus attendus, Vincent vous fera un petit point sur l'avancement et les prochaines étapes de ce qui reste à faire. Alors, depuis 2021. Donc effectivement, lancement en juin 2021 dans cette salle. Et puis très rapidement, nous sommes allés à Noyon pour les premiers ateliers. En fait, on avait fait une réunion, on avait signé la convention qui nous lie, puisqu'on avait signé avec les 3 fédérations. Et on a lancé tout de suite des ateliers. Vous vous souvenez, on ne se connaissait pas très bien. C'était encore un petit peu franc entre nous. Des ateliers qui se sont déroulés sur toute l'après-midi après avoir signé cette convention cadre. C'était donc les 4 premiers sous-groupes. On s'est revus à plusieurs reprises avec tous ces sous-groupes jusqu'à fin 2023 pour l'essentiel. On va dire qu'on a débroussaillé à ce moment-là. On a fait le gros. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses, mais il nous manquait de la matière. Il nous manquait quelle matière? Les premiers DCE. Et c'est ce qui nous a permis de passer à cette phase 2 parce que vous avez regardé comment on avait rédigé les choses. Les maîtres d'œuvre avaient fait comme ils pensaient devoir faire en fonction de leurs expériences, de leurs compétences. C'était la base de ce travail, de cette deuxième phase, et notamment sur le CCAP. Alors dans le CCAP, très souvent, on pense uniquement à des clauses administratives, financières. Oui, bien sûr, c'en est le vecteur, mais c'est aussi le vecteur de tout l'équilibre contractuel et finalement de beaucoup de sujets techniques, en tout cas de leur traduction financière, notamment sur ces sujets techniques. Donc on n'a pas parlé que, évidemment, du financier ou de l'administratif ou du juridique, je rassure tous les techniciens. On a parlé en fait de tous les vrais sujets qui font l'équilibre de nos contrats. Et un contrat, comme le disait Jérôme et comme Alain le disait aussi, des contrats où on trouve que c'est satisfaisant de part et d'autre. Et c'est donc cette deuxième phase qu'on a abordée en 2024. Avec un travail beaucoup plus approfondi là sur des clauses, sur les exemples que vous aviez entre les mains, ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qui n'était pas compris. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses en fait qui étaient un peu des incompréhensions entre nous, et nos maîtres d'œuvre nous ont
bien aidé dans cette phase-là à bien expliciter quelles étaient les positions des uns, des autres. Pourquoi on mettait ça? Pourquoi on voulait maintenir éventuellement telle ou telle clause et éventuellement évoluer. Vous allez voir comment quand ça nous paraissait possible. Donc un principe dans certes la commande publique, donc une transparence, et donc tous les documents de toutes ces phases sont disponibles sur notre site internet, notamment pour les webinaires aussi en replay, et aussi sur le site internet de la FNTP. Alors si on va un peu sur les différentes phases, donc Séverine l'a dit, la première phase, vous voyez, c'est l'auditorium presque aussi agréable qu'ici à Noyon, avec la signature de la convention à l'époque avec le SPTF en particulier, et donc qui a permis en fait vraiment de cadrer l'ensemble de la démarche et des sous-groupes de travail. Toujours tout ceci est disponible sur nos sites internet et n'hésitez pas à les demander si vous ne les trouvez pas. Sur notre site, c'est dans la rubrique marché sourcing. Donc effectivement, cette première phase, on le disait, c'était 4 sous-groupes qui se sont retrouvés à de nombreuses reprises, de 2022 à fin 2023, début 2024, sur le sujet de l'ordonnancement et aussi l'organisation des procédures de consultation, l'innovation, la formation, l'insertion et l'approvisionnement des matériaux et des matériels et les sujets de mouvement de terre notamment. Ensuite, en fait, le fil rouge de toutes ces actions et de tous ces échanges, ça a été les rencontres qu'évoquait Jérôme. Et donc, en effet, les rencontres régionales Canal Entreprise, qu'on fait en général à la CCI Hauts-de-France, qui sont très pratiques, avec aussi, comme je vous dis, du chemin parcouru, parce qu'en juin 2022, donc, on a repris un peu l'une des diapos qu'il y avait, c'est qu'on avait fait un premier tour suite à ce travail de ce qu'on était capable de prendre en charge, de ce qu'on n'était pas capable de prendre en charge. Donc déjà, une des volontés communes que vous y aviez faites, et donc notre maître d'œuvre ici, Pierre Tissier, présent dans la salle, il travaille d'arrache-pied depuis qu'il est arrivé, d'avoir un référentiel commun autant que possible pour éviter en effet, alors, le secteur 1 est un secteur à part, c'est sûr, mais entre les secteurs 2, 3, 4, 5, 6, enfin 5 plutôt, avoir un référentiel commun. Et on avait, en effet, dans ces diapos, dit ça, on va être capable de le prendre en charge, ça, on ne va pas être capable de prendre en charge. En préparant aujourd'hui, on a essayé de revoir ça. Il est certain qu'il y a une des dispositions qu'on n'a pas pris en charge, mais je pense qu'Alain, on en a parlé ensemble. On n'a pas pu échelonner les consultations. On sait que pour vous, c'est difficile. Mais dans le contexte actuel, il faut vite passer les marchés. Pour vite, n'est-ce pas, que les projets soient irréversibles. Ils sont encore tous fragiles, et le CO, il l'a dit. Et donc, c'est une volonté, y compris du président, de pouvoir passer vite pour que le projet soit réellement irréversible. On en est conscient pour vous, mais l'idée étant de standardiser autant que possible les référentiels, ce qui a un peu retardé après la phase candidature la sortie des DCE, on va y revenir. Mais c'était vraiment un principe acté dès juin 2022. Et après, en 2023, on a refait un point, et c'est là aussi où on vous a, également à Lille, évoqué un point important, que ce canal, c'est certes un projet de terrassement, mais c'est un projet d'ouvrage hydraulique qui n'est pas si compliqué que ça, mais comme toujours, quand on maîtrise quelque chose, quand on apprend quelque chose qu'on n'a jamais vu, ça peut faire certaines craintes. Mais on va le voir grâce au webinaire, ces sujets-là ont bien avancé, et même l'administration a bien avancé et a appréhendé ces sujets. Donc tout est disponible sur notre site internet, n'est-ce pas? Gaëtan a été rechercher les liens, et vous aurez les liens. Alors effectivement, la phase 2, c'était cet élargissement, donc en tout cas, ou en tout cas atterrissage presque, on peut le dire comme ça, sur le CCAP, il traduit quoi notre CCAP? Toutes les politiques du Conseil de surveillance. Jérôme a évoqué la politique de prévention, mais toutes ces politiques-là irriguent dans nos DCE. Vous nous aviez adressé, sur la base des premières consultations, un courrier en novembre 2024 qui était effectivement la matière de base pour reprendre ces discussions sur du plus concret, donc, puisque c'était ça qui nous manquait encore pour pouvoir avancer de manière significative et satisfaisante tant de votre côté que du nôtre.
Donc on a effectivement relancé ça en novembre. On a eu une grosse réunion en février, quasiment jour pour jour, il y a un an, où on a une bonne réunion où on a dit ok, ça on a déjà bien travaillé, on a avancé là-dessus. Ça, qu'est-ce qui va pas et je pense que ça a été vraiment une réunion refondatrice qui a permis de relancer tous les sujets. Et c'est ce jour-là où on a décidé notamment des webinaires que Jérôme évoquait, des webinaires pour permettre à tout le monde de se rassurer sur un certain nombre de sujets, on va les citer tout à l'heure, de bien se comprendre, qu'on puisse expliquer. Le sujet réception, notamment, est un sujet qui vous intéresse tous et qui nous intéresse évidemment. Il fallait qu'on mûrisse, et vous savez que nos études, vous connaissez les projets, les études de conception, les phases pro n'étaient pas complètement achevées, donc on avance le plus vite possible, mais on avait encore des choses, nous, à affiner, et on vous en fait part au fur et à mesure, et c'est bien ce travail-là qu'on a fait. Alors, on avait déjà, donc après cette réunion de février de l'année dernière, voulu élargir, et c'est la réunion du 24 mars 2025. Donc en effet, alors Alain Grisot était guest star, n'est-ce pas, de cette réunion du 24 mars 2025, et également Camille, que je remercie vraiment de tout ce travail, en effet, de cette deuxième phase qui a été vraiment déterminante. Et un point important en mars 2025, vous vous souvenez, c'est qu'on a recalé le planning du projet, repoussant de 2 ans globalement l'ensemble des échéances, liées notamment à l'obtention de l'autorisation environnementale et un nouveau délai acté. Et donc Xavier Bertrand avait fait un point de l'ensemble du sujet. Et puis un peu, c'est là aussi qu'on a annoncé ces webinaires thématiques. C'était d'ailleurs, c'est un jour où j'étais à Bruxelles, on avait appelé Alain, on en avait parlé de. Oui, c'est vrai que le projet, forcément, si je demandais, surtout ne soyez pas timide, qui dans la salle a déjà construit un canal? Donc oui, voilà. Donc en effet, il y en a quelques-uns en Afrique. Donc voilà. Mais donc il y en a assez peu. Et donc c'était important de pouvoir acculturer tout le monde. Et comme m'avait dit Alain, bah oui, c'est un peu normal qu'un canal, on le réceptionne en eau. C'est un peu logique quand même. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de creuser ces sujets et certains webinaires. Je voyais encore, j'ai écouté hier celui de l'autisme des écluses, il y avait plus de 100 personnes connectées. Donc il y a eu. Alors, on le sait bien, on n'est pas né de la dernière pluie, ces webinaires, c'est pas là où on va faire la discute, n'est-ce pas? Mais ça permet en tout cas d'avoir tous ensemble la même information. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est, ça y est, maintenant on est tous en phase de consultation, il y a des sujets qui font qu'on peut moins se parler, mais on arrête ce travail. Et maintenant, on a d'autres phases, n'est-ce pas, qui vont nous permettre de travailler encore plus en détail sur les sujets. Donc l'idée, aujourd'hui, c'était vraiment de clore cette phase et puis de conclure sur finalement que vous ayez une vue d'ensemble de ce qui s'est dit dans ces webinaires, vraiment synthétiques, et puis de ce travail du CCAP, cette phase 2 qui a été si importante, n'est-ce pas, Camille, qui est déterminante pour tout le monde. Voilà, et donc maintenant, je passe la parole aux uns aux autres et on va passer au CCAP, Marc et Séverine. Donc Jérôme l'a dit, ce travail, c'est vraiment un travail collaboratif entre nous. Et effectivement, on a une pensée pour Barbara Grisot qui a piloté ce travail avec Camille. Et un travail collaboratif avec nos maîtres d'œuvre. Et évidemment, notre direction technique et toutes les directions parties prenantes de la Société du Canal. C'est pas du tout notre travail à nous. Alors, qu'est-ce qu'on avait décidé de faire? Parce qu'il faut quand même dire quel était le cadrage. On s'est fait accompagner aussi par un conseil. Oui, j'ai oublié de le dire. On a oublié de leur dire. On s'est fait accompagner par un conseil qui s'est mis là-dedans à corps perdu, qui a fait énormément de réunions. Alors, on a fait aussi avec eux quelques réunions sur des premiers CCAP qu'on a mis dans nos DCE depuis, pour vraiment décliner sur maintenant les premières affaires. Ils nous ont accompagnés et on a donc tout repris en fait. On s'est dit on fait une revue approfondie du cadre contractuel. C'est déjà un travail qu'on avait commencé sur le dossier du pont-canal de la Somme et on a mis tout ce bon sens et ces intelligences autour de la table pour essayer de faire quelque chose de revue de matière approfondie, effectivement. Donc il fallait vérifier le niveau
d'équilibre du contrat. Identifier les points susceptibles d'ajustement, notamment au travers de ce que vous aviez détecté, et notamment vous aviez évoqué de trop nombreuses dérogations au CCAG travaux. On a entendu, hein, on les a fait maigrir, gros régime des dérogations. Et puis on a voulu essayer d'intégrer au maximum vos attentes. C'est vous qui savez, c'est vous qui faites les offres, c'est vous qui êtes les sachants, mais tout en trouvant cet équilibre sur les conseils de notre maître d'œuvre, de nos maîtres d'œuvre, en tout cas de notre maîtrise d'œuvre au sens large, et puis aboutir donc à ce cadre contractuel qui soit homogène et équilibré, puisqu'on s'était engagé dans la première phase de ce sourcing à vous offrir un cadre le plus standardisé possible. Et bien sûr, ça ne se vit pas qu'à travers les CCAP, mais bien à travers tous les livrets techniques. Que pour vous, pour les entreprises, ce soit le plus simple possible. Alors, autant que faire se peut sur un projet comme le nôtre, mais le plus standardisé possible pour que vous puissiez vous y retrouver assez facilement. Alors, on l'a dit, on a fait un certain nombre d'ateliers. Il y a eu en particulier, et puis il y a eu ces webinaires là, informatifs, hein, mais des vrais ateliers de travail autour de clauses, autour des problématiques des problèmes qui se posaient. Donc, été 2025, écluse, décembre 2025, TOARC. Et puis, donc, je l'ai dit, on a mobilisé un conseil juridique. Le bilan, avant que Marc vous explique tout ce qui a été bougé. Le bilan, c'est ce cadre donc, le plus homogène possible pour les consultations, bien évidemment, d'une affaire à l'autre. Il y a des choses qui évoluent. Mais pour ce qu'on appelle nos marchés de travaux principaux, hein, les 10-12 très gros marchés, on essaye d'homogénéiser au maximum CCAP, livret commun, RC, AE, pour que ce soit le plus simple possible pour vous. On l'a dit aussi, ils doivent traduire les engagements donc pris par la Société du Canal en fonction des politiques du Conseil de surveillance. Donc il y a des choses sur lesquelles on n'a pas pu bouger parce que c'était le cadre qui s'impose à nous tous. C'est le principe des marchés publics. Il y a des politiques publiques qui sont véhiculées. Mais on a toujours écouté, et je pense à la démarche Grand Chantier, on en parlera tout à l'heure, on a toujours écouté votre façon de voir les choses et tout ce qu'on a pu bouger, on l'a fait. Donc, quelles sont ces politiques, hein, principalement, Jérôme l'a dit tout à l'heure, prévention, sécurité, évidemment innovation portée par Franck Rousseau, transition énergétique, démarche grand chantier, communication avec les territoires, et puis la politique achat qui est une espèce qui est le vecteur de ça ou le chapeau, on ne sait pas très bien, mais la politique achat qui vise, en tout cas, vous le savez, à tout prix à être dans l'ouverture, la transparence et le partenariat vis-à-vis des entreprises. Concrètement, si on reprend votre liste, puisqu'on a fait l'exercice, bien sûr, on a un joli tableau Excel qui est tenu par Marc. 23 demandes sur 34, donc à peu près, donc l'équivalent de 68% ont été accueillies. Elles ont soit été pleinement prises en compte, soit intégrées avec des ajustements. 11 n'ont pas été retenues, parce que ça correspondait à ce que je viens de dire, hein, des orientations stratégiques ou des politiques du Conseil de surveillance, soit à peu près 32%. Alors, il est un petit peu délicat ou difficile de résumer un DCE qui fait plusieurs dizaines de pages en détail. On peut considérer que les principaux axes de travail qui sont matérialisés dans le CCAP, nouvelle version, et qui matérialisent les accords qu'on a pu avoir avec les maîtres d'œuvre. Hein. Les ateliers ont été nombreux, ils ont été denses, on n'était pas toujours d'accord. On a fini par trouver quelque chose, un système qui nous semble protecteur des intérêts de la Société du Canal, équilibré pour les entreprises, et une manière de contrat relativement aisée à gérer pour les maîtres d'œuvre. Donc les familles de modifications qu'on a pu introduire dans le CCAP portent sur, d'une manière générale, un calage autant que faire se peut avec les dispositions du CCAG Travaux. Ça a pu passer par le travail sur les délais et leur régime de prolongation qui ont été simplifiés et clarifiés, meilleure articulation avec le CCAG Travaux. On a essayé aussi de réduire ou de rationaliser les situations conduisant à des forclusions en matière de délai. En ce qui concerne les responsabilités et les pénalités,
On a conduit un travail qui aboutit à un plafonnement explicite pour la responsabilité. Pour les pénalités, elles sont dans leur quasi-totalité plafonnées, à l'exception près de quelques pénalités portant sur des aspects sécuritaires. Et puis on a essayé aussi de dégonfler la liste des pénalités que vous aviez considérées comme étant trop étendues. Sur la gestion des risques externes, on a aussi pas mal travaillé. On a essayé d'équilibrer un peu la répartition des risques entre le maître d'ouvrage et les groupements. Et on a introduit de manière assez large des mécanismes de dialogue et de réexamen dans la gestion du contrat. En ce qui concerne ensuite l'exécution financière du marché, on a procédé à des modifications sur la révision des prix. On a introduit une part fixe plus basse que ce qui était prévu dans nos premières consultations. On est en train de travailler d'ailleurs. Cette démarche n'est pas encore complètement finie sur la rédaction de la clause relative au paiement, l'intégration avec Chorus Pro. On a encore un petit peu de boulot sur le sujet, mais en tout cas, les axes de travail et de rédaction sont posés sur la table. Et enfin, en matière de garantie d'assurance et de réception, on a fait un travail copieux qui se matérialise par la visualisation claire dans le cahier des charges de tout le chemin qui conduit de la fin des travaux aux OPR, à la mise en eau, au maintien en eau, jusqu'à la réception qui permettra de solder le sujet. Alors, quelques exemples d'évolution, pour parler un peu plus concrètement. Alors là aussi, ce sont des exemples pris ponctuellement. Donc, pour ce qui concerne la survenance de modifications réglementaires imprévisibles, dès lors qu'elles sont d'application obligatoire, on a convenu d'une prise en charge par la maîtrise d'ouvrage. La clause de règlement des différends a été, c'était d'ailleurs un des sujets de plus gros débat, a été considérablement retravaillé. Les délais de forclusion ont été assouplis et simplifiés, et on a essayé de créer un dispositif un peu plus facile à gérer, tant du côté des entreprises que de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. On a essayé de se caler aussi de manière générale un retour ou une adhésion à ce que prévoit le CCAG Travaux en matière de dégradation de voirie. On avait été peut-être un peu loin dans ce qu'on pouvait envisager, donc on a prévu le retour au partage classique prévu par le CCAG Travaux. On a précisé aussi en matière d'assurance dans notre cahier des charges la prise en charge de la TRC par la maîtrise d'ouvrage. On a travaillé pas mal sur les délais partiels et les indemnisations en cas de décalage ou d'événements ayant une incidence sur la capacité à tenir les délais partiels. Et puis par exemple sur les ordres de service, on est revenu là aussi dans l'épure du CCAG en supprimant le mémoire de proposition que devait faire l'entreprise dans la première version de nos cahiers des charges en cas de réserve sur un OS. Alors, on a aussi fait des ajouts notables, des mécanismes incitatifs. En ce qui me concerne la chaux, on a prévu un mécanisme d'intéressement à la réduction des quantités de chaux utilisées, donc avec un principe de partage pour moitié de l'économie d'usage qui sera constatée. On a prévu, j'ai oublié de le mentionner ici, mais aussi un mécanisme d'intéressement aux optimisations qui peuvent conduire à des économies. Concernant les avances et les acomptes, on a introduit dans notre cahier des charges un dispositif qui ne figurait pas initialement, un règlement anticipé des commandes à 50% à partir du moment où, avant transformation en usine, et puis 50% à la livraison sur site. On l'a réservé pour l'instant dans les marchés qui portent ce dispositif, à savoir le Toart 4.1, on l'a réservé aux aciers. Mais on poursuit la réflexion sur un élargissement à d'autres matériaux. Peut-être préciser que tout ce travail, effectivement, j'ai parlé des marchés de travaux principaux. On a fait ce travail parce qu'on lançait nos très grosses consultations. On voulait être prêt pour tous ceux qui restaient à lancer. Bien évidemment, on va décliner tous ces principes dans les marchés de moindre importance. On y travaille pour faire là aussi un référentiel
on va le dire comme ça, marchés de travaux, mais qui ne sont pas les marchés de travaux principaux. Autre petite précision sur la gestion des acomptes, juste avant d'arriver sur ce bilan. On s'était vu effectivement avec Camille et Barbara Grisot pour bien caler les choses. Donc les principes, Marc le disait, sont sur la table. Chorus Pro Travaux, ça on sait l'utiliser, c'est pas un sujet. Ce qui est en train d'être mis en place, c'est notre outil de gestion des acomptes qui vient s'interfacer avec tout ça, donc qui est 6 marchés en l'occurrence, qui va nous permettre d'industrialiser la gestion de ces acomptes. Il est en cours de test sur certaines premières affaires sur le secteur 5 notamment, donc le secteur des écluses. Ce sera très rapidement mis en œuvre et bien évidemment pour l'essentiel des marchés de travaux, ce sera opérationnel dans quelques semaines maintenant. Donc rassurez-vous, c'est en cours. On a posé tout le cadre. Une dernière chose, Marc, on ne l'a pas redit, mais je pense que c'est important de le redire. Marc a dit, on a mis, c'est la slide d'avant, dispositif là, d'acompte sur approvisionnement a été mis en place uniquement sur les aciers. Il pourrait être mis en place ailleurs. La réflexion est en cours. La réflexion peut venir évidemment des négociations, puisque tous nos principaux marchés donnent lieu à des procédures avec négociation. Alors, c'est du boulot pour tout le monde, mais l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à optimiser les offres, optimiser les chantiers, optimiser les plannings et justement optimiser l'équilibre contractuel. Donc la négociation doit être l'endroit où parler de tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à vous servir, à utiliser la négociation dans le cadre évidemment de respect du Code de la commande publique. C'est pas moi qui vais vous dire autre chose, mais n'hésitez pas à utiliser aussi les échanges que vous avez en négociation pour nous aider encore à progresser. Ça fait aussi partie du sourcing du moment qu'on respecte évidemment le cadre. Donc je reviens au bilan. Voilà, on a revu ce cadre, on l'a retravaillé, on a rééquilibré. Il faut maintenant que ça vive. Donc il y aura peut-être des choses qui vont évoluer, peut-être des choses qui vont de nouveau changer. On va peut-être se rendre compte que c'était pas la bonne. J'ai déjà un exemple en tête. Je n'ai pas encore dit à Marc, mais j'ai déjà un exemple en tête d'une rédaction qui va pas, qui pourrait typiquement vous faire peur, alors qu'en fait c'est juste du wording. Donc on va s'en occuper et là aussi faites remonter les choses. Il ne faut pas des surréactions, mais il faut les bonnes réactions au bon niveau. Et maintenant qu'on sait bien travailler ensemble, même si on clôture ce sourcing, je pense qu'on a tout, on sait bien faire les choses proprement, avec transparence, on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'on est capable de faire encore évoluer. Et effectivement, ce qu'on a aussi essayé de mettre en place, à votre demande, mais c'est complètement cohérent avec tout ce qu'on vient de se dire et notre politique achat, c'est de prévoir vraiment des moyens pour des clauses de revoyure dans les marchés. Notamment et être capable de se revoir et de faire évoluer les choses, y compris une fois que le marché est signé. Alors peut-être pas le lendemain de la signature et de la notification, mais quand c'est nécessaire. Et puis on a aussi réfléchi à des clauses incitatives. Là aussi, ça peut encore évoluer avec la maturation de nos dossiers et de nos négociations. Voilà sur cette partie-là sur le CCAP. Donc pour nous parler des webinaires, Benoît Deleu, Gaëtan Potier et Franck Rousseau. Mais Franck était tranquille. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche. Non, il faut l'ouvrir. Vous avez un autre qui est allumé en temps. Ce sera mieux. Voilà. On va vous faire une très rapide rétrospective des webinaires qui ont été donnés donc, entre le mois de juin et puis le mois d'octobre de l'année dernière. Et donc, nous avons ouvert la série des webinaires. Donc, écoutez, oui, finalement, vous les avez là. Donc, le premier webinaire a porté sur l'allotissement des écluses, c'est ce que je vais présenter.
puis ensuite, donc, il y a eu un webinaire, enfin plusieurs webinaires sur les enjeux techniques et réglementaires. Alors, concernant les découvertes fortuites, c'était notamment tout ce qui a trait aux risques pyrotechniques qui seront présentés par Gaëtan. L'autorisation environnementale que je présenterai, et puis l'outil de traçabilité des terres, TerraCanal, outil qui sera présenté rapidement également par Franck. Et enfin, donc, les 2 derniers webinaires ont porté donc, cette fois sur la réception des ouvrages et sur les interfaces. Alors, je commence par le premier webinaire, allotissement des écluses. Alors, ce webinaire a surtout permis de présenter une simplification importante que nous avions opérée dans le cadre de l'allotissement des marchés de construction des écluses, donc les 6 grandes écluses de hauteur de chute. Alors, ça, c'est une constante, pas de changement. Vous connaissez bien le sujet. Donc, il y a 6 écluses de grande hauteur de chute, donc, qui ont été alloties en 4 marchés principaux. Donc, la particularité, c'est que les écluses de Catigny, Allen et Jonction ont été regroupées compte tenu de leur similarité. Alors, bien entendu, ces marchés portent sur le génie civil des écluses, mais également, pour simplifier les interfaces, sur les portes, les vannes et les bâtards d'eau qui sont associés donc, à la réalisation de ces écluses, qui sont donc intégrés dans ces 4 marchés donc, portant sur la construction du génie civil des écluses. Alors, ensuite, il y avait bon nombre de marchés. Je ne vais pas m'appesantir sur cette diapositive parce qu'après, il y a un résumé dans la suivante. Le principe de la modification de l'allotissement, ça a été de mettre dans un seul marché tout ce qui avait trait donc, à la fois aux équipements hydromécaniques, au courant fort, au courant faible, de manière effectivement à ce que ce soit limité le nombre d'interfaces. Alors finalement, donc, on a principalement, au-delà des marchés de génie civil, donc les marchés que vous voyez sur la diapositive, donc toujours un marché de fourniture des bâtards d'eau, un marché de fourniture des équipements oléo-hydrauliques, donc c'est-à-dire les vérins principalement, de manière à ce qu'on ait effectivement donc les vérins standardisés sur l'ensemble des écluses. Un petit marché portant sur des équipements fixes, mais relativement limités, puisque la plupart des équipements fixes, notamment ce qui sont attraits aux échelles, sont plutôt intégrés maintenant dans les marchés de génie civil. Et puis donc ce marché global qui porte sur les équipements hydromécaniques de pompage, les équipements et installations courant faible, équipements et installations courant faible et fort, pardon, et puis bien entendu la pose des équipements oléo-hydrauliques. Et puis enfin reste un marché pour des équipements de dégrillage et un marché pour la mise en place de la fibre optique, qu'on appelle le réseau fédérateur, puisque l'ensemble des écluses sont téléconduites à partir d'un centre essentiellement situé à proximité de Douai. Voilà, donc ça c'est une image qui montre principalement donc, les interfaces entre le génie civil des écluses et puis le marché qu'on appelle C456 ou M524. C456, c'est parce qu'il a regroupé les lots 4, 5 et 6 dans notre jargon. Et donc, effectivement, donc, sur lequel on voit donc, que ce marché intervient sur ce qui a trait aux installations de pompage et puis, bien entendu, donc, à l'ensemble aux équipements qui sont nécessaires pour actionner donc, les vannes et les portes de l'écluse. Voilà, c'était un résumé très court de ce premier webinaire et je passe maintenant la parole à Gaëtan pour tout ce qui a trait à la découverte des découvertes fortuites. Et je vais te passer également le bitonio.
Donc, lors de ce webinaire, il y avait 3 ateliers. Donc, il y avait les découvertes fortuites, et puis ensuite, on verra avec Benoît la mesure environnementale, et ensuite la gestion des terres excavées avec Franck. Alors, on a eu pas mal d'échanges aussi dans les ateliers qu'on avait eus sur les découvertes fortuites. Vous le savez tous, on est sur le site du canal se situe sur des anciennes zones de guerre, notamment la guerre 14-18, et également un peu la guerre 45, notamment du côté de Cambrai. Donc la sécurité étant la priorité pour la Société du Canal, on a vraiment engagé des actions fortes par rapport à ça, notamment avec la Direction générale de la sécurité civile. Donc on a dans les données d'entrée des mises à disposition d'informations de cartes, des zonages de risque. Et donc nous, Société du Canal, on a diagnostiqué et dépollué partiellement toutes les zones rouges, donc 445 hectares, voire un peu plus. On a aussi, avec la Direction générale de la sécurité, créé un centre de stockage de munitions dans la Somme, qui aussi pourra détruire les munitions. Et donc ensuite, on a discuté de la stratégie pour les entreprises avant et pendant travaux. Donc ça a été l'objet de modifications d'ailleurs. Donc la recommandation, c'est les diagnostics sur les zones oranges, avec éventuellement des propositions de dépollution de la part des entreprises quand on trouve un certain nombre de cibles. Ensuite, évidemment, Jérôme en a parlé, le passeport prévention canal. On a également des sessions de formation à la sécurité des munitions avec la sécurité civile. Et ensuite, pendant tous les types de travaux, on a la possibilité, donc la sécurité civile sera sur place et pourra intervenir dans les 48 heures. Et quelque chose dont on parle un peu moins, mais qui est quand même aussi présent sur le tracé, c'est la découverte de corps de soldats. Et pour ça, on a un partenariat, on a signé une convention avec le Commonwealth Grave War, qui intervient immédiatement, je dirais, dans les 24 heures pour venir identifier le corps et récupérer tous les éléments importants et pour pouvoir aussi accorder une sépulture honorable aux gens qui sont tombés pour nous, pour notre liberté. Et puis donc, pour vous, en chantier, quand vous trouvez une munition, délimitée rapidement pour que la sécurité civile puisse venir. Et dans le webinaire, vous verrez aussi des recommandations sur les produits à avoir sur le site, etc. Donc voilà pour le webinaire découverte fortuite. Alors, on a des instructions et on a des procédures dans notre système qualité que vous retrouverez systématiquement. Alors, on poursuit sur l'environnement et plutôt l'autorisation environnementale. Alors, simplification, c'est le maître mot pour ce qui me concerne. Et d'ailleurs, je n'aurai qu'une diapositive. Le cadre réglementaire, vous le connaissez bien, c'était l'arrêté d'autorisation, donc notamment sur les secteurs 2 à 6, qui a été publié le 9 ou signé le 9 août 2024. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est que cet arrêté a aussi fait l'objet d'une notice d'application, qui est un peu une notice d'interprétation de cet arrêté, qui a été établie entre la Société du Canal et les services de l'État, qui vise effectivement à traiter la façon dont les différentes clauses doivent être interprétées. Donc ça, c'est un élément de simplification. Deuxième élément, donc effectivement, l'arrêté comporte la nécessité de produire et de soumettre au service de l'État des portées à connaissance. Donc ces portées à connaissance sont de différentes natures. Ils sont pour la plupart informatifs, mais il y en a certains pour lesquels il faut des validations. Et puis il y a aussi des portées à connaissance qui sont plutôt modificatifs, qui correspondent à des modifications de l'autorisation environnementale. Alors, on a souhaité véritablement donc industrialiser en fait le traitement par les services de l'État des portées à connaissance. Alors, notamment avec un système entièrement dématérialisé, donc qui utilise donc l'outil Mesoteam. Et donc, effectivement, les portées à connaissance donc sont produits notamment donc par les entreprises, contrôlés par les maîtres d'œuvre, puis transmis aux services de l'État. Donc les services de l'État faisant donc l'instruction. À chaque fois, donc, les services de l'État ont un délai pour l'instruction. Et donc c'est également l'ensemble du processus est suivi également par une fiche navette.
Il faut savoir aussi que la Société du Canal a régulièrement des réunions donc, avec les préfets des départements qui visent effectivement à faire le suivi du bon fonctionnement de l'instruction des autorisations environnementales. Voilà, ça c'était sur le sujet de l'autorisation environnementale. Je passe la parole à Franck pour la traçabilité des terres excavées. Pardon, excusez-moi. Merci Benoît. Je vais mettre de côté. Bien, alors comme dans la salle, je crois qu'il y a essentiellement même beaucoup de terrassiers qui ont l'habitude de faire des travaux de construction d'infrastructures de surface. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur la réglementation, vous la connaissez tous. Juste pour dire, et pour reprendre le mot de Benoît que j'aime bien, c'est qu'on a simplifié. Donc vous connaissez les exigences réglementaires de traçabilité, alors pour le coup de traçabilité totale. Les sujets de caractérisation, vous les connaissez aussi, qui sont le plus simples possible. Et donc, ce qu'on a fait, suite à nos discussions, c'est qu'on a adapté un outil que vous connaissez, en tout cas pour la plupart déjà, puisqu'il est développé par Altaroad pour s'interfacer avec notamment des outils qui ont été du Grand Paris, mais en beaucoup plus simple. Et donc, cet outil, il va permettre de répondre aux obligations de traçabilité des terres et des sédiments qui s'imposent sur ce projet et par la réglementation et par notre autorisation environnementale. Donc cet outil, il s'appelle TerraCanal, comme ça a été dit. Il est administré par une chef de projet qui a été recrutée par la Société du Canal qui se nomme Philippine Stum. Nous avons édité un guide d'utilisation. Il est prévu des informations au démarrage des chantiers. Il est prévu des formations au démarrage des chantiers pour accompagner les acteurs sur le chantier dans la prise en main de l'outil et pour l'utilisation de l'outil. Encore une fois, on a simplifié au maximum et je pense qu'on a plutôt bien travaillé par rapport à ce que vous connaissez, j'insiste, par ailleurs. Et simplement pour dire donc là que c'est un outil de traçabilité. Et en revanche, s'agissant de l'application des règles de gestion des terres excavées et des sédiments, ce sont bien évidemment les maîtres d'œuvre qui sont vos interlocuteurs sur le chantier. Merci. Alors le troisième webinaire, donc lui, portait sur la réception et puis sur les principales interfaces entre les marchés principaux. Donc je vais commencer par parler de la réception. Alors cette diapositive peut être un peu difficile à comprendre pour qui n'est pas familier. C'est l'escalier d'eau du canal, déjà. Il y a du rouge, du vert et du jaune. Ça, c'est un découpage du canal en barrages, parce que c'est ce que dit la diapositive, un canal des barrages. Donc le canal est découpé en plusieurs barrages, c'est ce que permet la réglementation. Et donc en particulier, donc, il y a des barrages qui sont classés, c'est la raison pour laquelle il y a différentes couleurs. Les barrages en rouge sont des barrages dits de classe A, pour lesquels il faut normalement... non seulement normalement, mais pour lesquels il faut l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Alors, la particularité, c'est que, en particulier sur le plan réglementaire, c'est que la mise en eau se fait par barrage. Ça, c'est une obligation réglementaire. Et puis, ce que l'on ne voit pas forcément sur la diapositive, mais c'est qu'en réalité, sur un même barrage, il peut y avoir plusieurs marchés de travaux. On le comprend bien quand il y a des écluses. Donc effectivement, sur par exemple le barrage, le grand barrage en rouge là, qui correspond quasiment au bief de 40 km, le bief 4 Sud, eh bien, effectivement, il est composé donc, pour une grande partie du marché Toarc et de l'écluse de Catigny en particulier. Donc sur un même barrage, plusieurs marchés de travaux. Alors, les éléments qui sont finalement les principes qui gouvernent un peu la réception,
Donc, le premier principe, c'est que on a introduit une notion qu'on a appelée certificat d'aptitude à la mise en eau. Donc, ce certificat d'aptitude à la mise en eau, qui vise finalement à vérifier à la fin des travaux à sec que les ouvrages puissent être effectivement mis en eau. Donc, ce certificat d'aptitude à la mise en eau est délivré par marché, et donc effectivement, il permet de pouvoir donc reconnaître que les travaux à sec donc sont terminés et peuvent être donc et satisfassent donc aux obligations contractuelles avant la mise en eau. Donc ensuite, deuxième principe, c'est ce que je disais sur les diapositives précédentes, c'est que bien entendu, la première mise en eau, elle devra s'effectuer par barrage. Et donc une fois que l'ensemble des marchés de travaux sur un même barrage ont obtenu leur certificat d'aptitude à la mise en eau. Alors, le deuxième élément qu'on a donc mis en avant, c'est que la réception s'effectue en eau, puisqu'effectivement, on se rend compte que la mise en eau est un élément vraiment déterminant et quasiment presque une épreuve donc pour vérifier que l'ouvrage satisfait bien à ses obligations. Donc en fait, on a retenu le principe d'une réception donc en eau par barrage. Donc, mais ce qui peut, d'une manière générale, compte tenu du fait qu'il y a aussi plusieurs marchés sur un même barrage, occasionner donc des phases d'attente. Et donc, ce qu'on a souhaité introduire dans le cadre des marchés de travaux, et notamment dans le cahier des clauses administratives particulières, c'est donc des principes de réduction de risque pour effectivement chacune des entreprises. Et donc, on a notamment prévu des principes de rémunération des phases d'attente, dès lors qu'effectivement ces phases d'attente ne sont pas imputables donc, à l'entreprise. Donc, il y a plusieurs rémunérations qui sont prévues. Donc, une fois que l'entreprise a obtenu le certificat d'aptitude de la mise en eau, donc effectivement, la garde de l'ouvrage est rémunérée. Et si cette garde de l'ouvrage doit se prolonger au-delà d'un certain délai qui est prévu dans le CCAP, on prévoit une clause de revoyure sur le prix de la garde d'ouvrage. Pendant la mise en eau, après une certaine période, si cette mise en eau doit se prolonger indépendamment de l'entreprise, il y a également donc une rémunération qui est prévue. Et puis enfin, donc après la mise en eau et donc les essais en eau, donc une fois que l'entreprise a satisfait de l'ensemble de ses obligations, mais si le barrage ne peut pas être réceptionné dans son ensemble, et que donc il y a également une rémunération de la garde d'ouvrage qui est prévue. Voilà, c'était pour simplifier ce qui est prévu sur la réception des ouvrages par barrage, comme vous l'avez compris. Et je passe la parole à Gaëtan pour parler des interfaces entre les lots principaux. Peut-être que tu as besoin également. Merci. Donc, les interfaces principales, donc, vous retrouverez dans le webinaire les descriptions des interfaces. Donc, évidemment, il y a les interfaces réseau qu'on est déjà en train de dévoyer dans la mesure du possible. Les interfaces entre TOARS et entre secteurs, puisque on a 5 secteurs géographiques. Ensuite, les interfaces avec les maîtres d'ouvrage tiers. Donc, on a 2 voies SNCF, on a RTE qui a deux grandes voies, pas canalisation, mais 2 grands passages, 2 grandes lignes. Natran a quasiment terminé ses dévoiements, c'est en cours, c'est au niveau du nœud de Nesle. Et Sanef a commencé la déviation de la 2. Et par contre, les autres travaux sont à maîtrise d'ouvrage CSNE. Et puis évidemment, les ports intérieurs. Donc on a 4 ports intérieurs et des quais céréaliers pour les coopératives qui seront le long du canal. On a décrit aussi dans ce webinaire les interfaces écluses-TOARC, qui sont assez importantes, puisque, pour mémoire, les TOARC font le terrassement, mais l'écluse assure l'étanchéité et la protection d'étanchéité de l'avant-port, ainsi que les ducs d'Albe et les lisses pour guider les bateaux.
Dans l'administration des interfaces dans les marchés, par secteur, c'est bien les maîtres d'œuvre qui gèrent ces interfaces avec les prestataires. Et donc en 2025, comme le disait Jérôme, on a attribué un marché d'OPCG qui a démarré début d'année, janvier 2026, pour les interfaces intersecteurs et avec les maîtres d'ouvrage tiers. Et donc, concernant vos rôles dans le cadre des interfaces, tout est décrit dans le livret 1, dans les livrets techniques qui décrivent les prescriptions générales concernant les interfaces. Donc évidemment, tout ce qui est sur votre marché interne, c'est vous qui en êtes responsable. Et quand c'est externe, en général, il y a un titulaire qui pilote ces interfaces. Voilà pour le webinaire interface et donc pour toute la série de webinaires que nous avons. Si nous n'avons pas été complets, encore une fois, vous retrouvez tout le document et même l'enregistrement. On passe la parole à Nicolas. Merci. Alors, effectivement, sur la clause d'insertion, rappelez d'abord, tout à l'heure, Guillaume Magnier a été présenté coordonnateur pour le département du Pas-de-Calais de l'ensemble du dispositif. Rappelez l'accompagnement des départements, puisque c'est quelque chose qui est tout à fait inédit, d'avoir sur chaque marché un binôme de techniciens désignés par les départements pour vous accompagner dans la réalisation de votre engagement. Des clauses larges et un accompagnement pour un retour pérenne à l'emploi. Donc l'idée, c'est de sourcer le public éligible le plus large. Alors vous les connaissez, hein, ces publics éligibles, c'est très large. Hein. C'est évidemment les publics qui relèvent des départements pour les bénéficiaires du RSA, c'est les demandeurs d'emploi de longue durée pour France Travail, c'est les jeunes ressortants de missions locales 16-25, c'est les personnes RQTH recommandées et prescrites par Cap Emploi notamment. Il peut s'y ajouter quelques ouvertures supplémentaires. Donc c'est tout à fait intéressant et ça peut couvrir y compris des besoins qui ne sont pas simplement des besoins d'exécution, puisque ça peut aussi concerner des ingénieurs diplômés qui n'ont pas trouvé immédiatement l'activité, qui se retrouvent éligibles. On a déjà eu le cas sur un certain nombre de nos marchés. On a choisi aussi d'avoir une durée longue d'éligibilité et une possibilité également de la bonifier en cas d'embauche directe en CDI, et puis de vous proposer des candidats préqualifiés, ça a été indiqué tout à l'heure, par exemple avec des CACES, avec le passeport prévention, etc. Les taux sont modulés sur les marchés. On prend compte évidemment des index de la Fédération nationale des travaux publics, hein, ceux qui ont été fournis en juin. On exclut systématiquement les postes de fourniture du calcul des heures d'insertion et on a un taux indicatif de 5% en ce qui concerne les marchés de travaux et 3% en ce qui concerne les marchés de prestations intellectuelles. Donc, le nombre réel d'insertions effectuées sera égal au montant total attribué en euros hors taxe divisé par le montant en euros hors taxe de la fraction visée ci-dessus. Je ne vais pas en faire la lecture exhaustive, mais c'est tout simplement la recommandation de la direction des affaires juridiques dans la fiche numéro 6 du guide des aspects sociaux de la commande publique. Donc, on remettra d'ailleurs la formule dans nos documents de marché pour que ce soit bien clair. Et on précisera, puisque effectivement le taux de 5% et le taux de 3%, il n'était pas forcément mentionné clairement. Il apparaissait dans les cahiers du canal solidaire, donc je suis sûr que vous avez tous pratiqué la lecture, notamment la version révisée, nouvellement adoptée en 2021 par l'ensemble des conseils départementaux. Mais en tout cas, on vous la précisera, elle sera dans l'annexe 1 du CCAP. On a déjà, entre guillemets, un premier retour d'expérience. Bon. C'est le Ressennement de l'Oise, le marché M105, avec un objectif initial qui était fixé à 40 000 heures d'insertion et une réalisation qui a été faite à hauteur de 53 000 heures. Donc un taux de réalisation de 132% et 62 salariés concernés sur les 180 qui, aujourd'hui, ont d'ores et déjà bénéficié de la clause d'insertion par activité économique. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les types de contrats qui ont été privilégiés, notamment, et puis d'insister sur le fait que l'embauche directe représente 58% des heures réalisées, 42% en intérim,
Mais ce qui est très important, et dans ces chiffres-là, ce qu'on appelle, c'est l'emploi durable, donc c'est-à-dire CDI, CDD de plus de 6 mois, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. Et ça veut dire deux choses, ces chiffres qui sont assez importants, qui sont plus du double d'une très bonne mission locale sur ces chiffres-là, ce qu'on appelle de sortie positive. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les profils qui sont proposés par les équipes des départements sont des bons profils, et ça veut dire que les entreprises jouent le jeu. Donc c'est là aussi cette logique de gagnant-gagnant qu'évoquait tout à l'heure Séverine Rich, on la voit aussi dans la mise en œuvre de la clause d'insertion. Et puis, pareil, sur ce marché, on vous a mis de façon indicative les différentes heures qui ont été travaillées par métier. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, manœuvre, bien entendu, mais aussi ingénieur BTP, coffreur-bancheur, dessinateur-projeteur. Vous voyez la diversité des métiers qui peuvent aussi être couverts par la clause d'insertion par activité économique. Et c'est pour ça qu'on tenait vraiment à vous la remettre aujourd'hui. Sur l'avancement des procédures de consultation, c'est Vincent Hugo. Je suis tout seul, du coup. Hop. Alors en fait, vous l'aurez compris par rapport à tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est qu'on a essayé tout au long de notre travail commun et plus en avant de dérisquer le maximum de sujets. On a obtenu la plupart des autorisations. La première, la plus importante, c'est l'autorisation environnementale. Ensuite, on a travaillé sur les problèmes de pyrotechnique. On a travaillé sur, évidemment, les clauses des marchés. On a travaillé sur le foncier. Aujourd'hui, on est à peu près sur le secteur 1, donc le premier secteur, on est à 99% de maîtrise foncière. Donc autant dire qu'on maîtrise le foncier. Sur les autres secteurs, on est à 60%, mais on a gagné 30% dans les 3 derniers mois. Donc voilà, on va maîtriser le foncier. Sur l'archéologie, on a quasiment terminé tous les diagnostics archéologiques. Et sur les 34 fouilles qui sont aujourd'hui prescrites, on a passé 22 marchés. Voilà, donc, et il y en a 12 qui sont terminés. Donc pratiquement, c'est aussi maîtrisé. Sur les déboisements, on se met en ordre de marche pour pouvoir réaliser ces déboisements avant que les chantiers arrivent. Et nouveauté de cette autorisation et de son interprétation, c'est qu'il faut d'abord faire des layons, aller poser des clôtures, et après on attend, et on revient seulement l'année d'après pour faire des déboisements. Ça, c'est une nouveauté, ça n'existait pas. Bon, en tout cas, on a anticipé tout ça. Et donc, aujourd'hui, j'allais dire, pratiquement plus rien ne s'oppose à ce qu'on puisse démarrer, quoi. Ou en tout cas avoir la perspective de démarrer. Et de manière assez confiante, parce qu'effectivement, quand on commence des travaux d'une telle importance, il faut quand même avoir un peu essayé de maîtriser la totalité des risques. Qu'est-ce qui peut encore nous arriver? Qu'est-ce qu'il faut encore travailler avant, effectivement, de démarrer ces travaux les plus importants? Il reste un peu de travail, et je me tourne vers Pierre Tissier et nos équipes pour terminer des détails du CCAP, terminer aussi le travail qu'on a fait sur le référentiel commun. On travaille, parce que ça c'est aussi important, tout à l'heure on a présenté la réception des travaux, on est en train de travailler avec VNF pour que, avant la réception et de toute la période de marche à blanc et de mise en service, VNF nous mette à disposition toute une équipe qui, elle, va reprendre l'exploitation. Donc cette équipe-là, elle viendra pendant la phase de construction, de manière à pouvoir appréhender, bien s'approprier le projet, être formé, puisque dans les marchés, dans certains marchés, il y a des formations qui sont à faire aux futurs exploitants. Et donc on a anticipé, en tout cas, tout ça. C'est en train d'être écrit avec VNF, et c'était une attente aussi de l'administration. Et puis, évidemment, dans le cadre de la réglementation en matière de barrage, de sécurité des ouvrages hydrauliques,
avant de démarrer les travaux, avant le premier coup de pioche, il faut l'autorisation du préfet. Et donc ça, on s'y emploie, puisqu'en fait, on dépose petit à petit les dossiers CTBBEH, et puis les dossiers qui expliquent techniquement et très précisément ce que vont être chacun des barrages, des 14 barrages. Aujourd'hui, on a un avis favorable sur le dossier, ce qu'on appelait le dossier chapeau. C'est un dossier qui explique un peu comment on va s'y prendre sur l'ensemble des barrages. On a un avis favorable sur le premier barrage, qui est pour le coup un vrai barrage tel qu'on l'entend dans la réglementation, qui est la retenue de l'Ouette. Et puis on travaille sur d'autres barrages. Voilà. Donc tout ça, ça avance. Et puis évidemment, bien sûr, les étapes les plus importantes qui vont arriver, pour les travaux les plus importants, c'est les appels d'offres, les temps de négociation, les temps de travail dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, évidemment, avec parfois peut-être des demandes de report des entreprises, probablement justifiées, puisque parfois on les accorde, pour pouvoir prendre le temps, parce qu'effectivement, une fois qu'on est parti, il ne faut pas que ça s'arrête. Et donc, on a parfaitement conscience de ça. Donc voilà, et c'est moi qui appuie. Et donc, on peut avancer sur les marchés principaux. Et donc, effectivement, l'ensemble des TOARC ont été passés en candidature, on appelle la candidature, et que maintenant, on travaille donc sur l'ensemble des DCE d'offres initiales avec on a essayé de décaler au maximum pour que tout n'arrive pas au même moment, mais évidemment, le délai s'est un peu resserré par rapport à ce qu'on a pu dire il y a 2 ans. Et puis sur les écluses, en fait, là, on est plutôt déjà en phase offre initiale et offre finale. Et donc, il y a 2 attributions, d'ailleurs, au premier trimestre, qui vont être celles de l'écluse de Oisy et, évidemment, le tant attendu Pont-Canal de la Somme, aussi en ce premier trimestre. Voilà, en tout cas, de belles perspectives de travaux. Et puis, très concrètement, ça va être la suite qui va être lancée après le secteur 1 et le rescindement. Et je salue aussi Bruno Letzelter parce que c'était pas facile, ce chantier. Des perspectives de travaux pour l'année prochaine. Et alors, là... J'annonce les travaux quand même. Benoît et Camille, du coup. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le rappeliez dans votre introduction, Président des Aubry, il y a effectivement 5 ans, vous nous présentiez ici même, dans cet amphithéâtre, ce magnifique projet du canal Seine-Nord-Europe, devant les entreprises, ébahies à l'époque, parce que c'était un projet, et ça reste un projet magnifique et qui est de plus en plus concret. À l'issue de votre présentation exhaustive du projet, j'avais souligné qu'il s'agissait d'un projet résolument moderne, ancré dans les territoires et à l'écoute des parties prenantes. L'idée avait alors germé de pousser plus avant les échanges. Ainsi, moins de 2 mois après votre présentation, le 6 septembre 2021, nous avons signé une charte relative au sourcing des TOARC. L'objectif était d'apporter notre input d'entrepreneurs et de tendre vers un projet exemplaire et innovant. Innovante, cette démarche dite de sourcing l'a été à plusieurs titres. Innovante, car elle implique les 3 acteurs qui œuvrent à la conception et à la réalisation du projet. Le maître d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et assistants en maîtrise d'ouvrage, et les entreprises via leurs organismes professionnels. La FRTP en premier lieu, qui regroupe les entreprises ancrées dans les territoires concernés, notamment les PME, et qui est votre interlocutrice principale au quotidien. Les syndicats de spécialité ensuite, le syndicat professionnel des terrassiers, rejoint par la suite par le syndicat parisien des travaux publics, qui apportent leurs expériences respectives spécifiques aux grands projets linéaires et aux écluses, et la FNTP via ses directions développement durable, marché contrat, technique ou encore social. Toutes 3 co-signataires de la charte. Innovante, car son programme a été co-construit afin d'en garantir l'efficience.
Innovante encore, car c'est au travers de groupes de travail, réunissant toutes les parties prenantes précitées, que cette démarche s'est opérée. Et ces groupes se sont réunis dans la durée, au final en 3 phases, comme ça a déjà été souligné. La première, d'octobre 2021 à juin 2022, 16 réunions d'une demi-journée plutôt orientée vers la technique, au travers du prisme de 4 thématiques. La seconde, de juin 23 à mars 2025, pour approfondir quelques thématiques, et notamment l'ordonnancement et la planification, le financier, et la formation et la sécurité. Et enfin, une troisième, en avril et mai 2025, des ateliers complémentaires relatifs notamment aux clauses contractuelles, à la gestion des différends ou encore à l'insertion. Soit plus de 3 ans et demi d'échanges dans une exigence constante de transparence, avec notamment des restitutions aux rencontres régionales entreprises au terme de chaque phase, et la publication des comptes rendus de réunion sur les sites de la Société du Canal et de la FNTP. Durant cette période, l'implication des différentes parties n'a jamais fléchi, preuve de la richesse et de l'intérêt des débats. Et même si la relation n'a pas toujours été linéaire, avec parfois des débats enflammés, et même des temps faibles, c'était le cas en fin 2024, début 2025, cette relation a toujours été mature, avec un seul mot d'ordre lors de nos réunions, la recherche du meilleur pour le projet, et un constat partagé, la nécessité d'une confiance mutuelle et d'une confiance dans le projet. Et nous n'avons pas dévié de cette trajectoire en partageant de façon très transparente nos contraintes et enjeux respectifs. Réglementaires, tutélaires, socio-économiques pour la Société du Canal, ou encore techniques ou de maîtrise des risques pour les entreprises. Au final, cette approche collaborative et la volonté commune de poursuivre le dialogue a permis une évolution progressive et maîtrisée des dossiers de consultation, visant à installer un cadre contractuel plus dynamique, plus équilibré et adapté aux exigences du projet. Alors Camille, je vais peut-être te laisser revenir sur quelques points. Alors, je vais essayer de m'insérer au mieux dans tes propos. Non, j'ai pas de slide, hein. Ouais. Et le plus rapidement possible. Alors, tu l'as soulevé, Benoît. C'est vrai que vous avez inscrit votre démarche de sourcing qui était complètement innovante, mais elle est à plusieurs titres inédite. Elle est à plusieurs titres inédite. Inédite d'abord parce que finalement, elle a été lancée très en amont des premières consultations, ce qui a permis de définir au plus près les expressions de besoins attendus, et ce, en présence de l'ensemble des parties prenantes. Inédite parce qu'elle a visé à échanger et à partager les retours d'expérience que nous avions des grands projets autour d'axes majeurs tels que justement l'innovation, le développement durable, la gestion contractuelle, on y reviendra, mais aussi les besoins en formation et en insertion. Inédite aussi parce qu'elle a mené à un processus de dialogue qui a permis de mettre en miroir les spécificités et les contraintes réglementaires de tels travaux au regard de l'analyse des risques que la profession avait faite. Et inédite enfin parce qu'elle a facilité l'évolution du cadre contractuel dans lequel vous étiez initialement inscrit. Donc, comme l'a indiqué à juste titre Séverine, évidemment, la profession militait pour un rapprochement au plus près du CCAG dans sa nouvelle version 2021, en limitant l'inventaire à la Prévert de la liste des dérogations, et donc tout ça dans un souci de rééquilibrage contractuel en faveur des entreprises. Donc les ateliers que nous avons menés en effet, alors un peu à marche forcée, hein, entre novembre et mai, ont permis à la profession de rappeler que les obligations contractuelles devaient être réalistes et compatibles avec les exigences techniques, économiques et calendaires du projet. Et pour cela, c'est vrai qu'on avait quand même un certain nombre de retours d'expérience d'autres grands projets d'infrastructure qui pouvaient étayer notre propos.
Alors, je ne reviendrai pas dans le détail parce que Séverine l'a parfaitement fait, et Marc Bouet, pardon, sur l'ensemble des avancées et des ajustements des CCAP. Alors, évidemment, en lien avec le versement des avances, les prolongations de délai qui étaient un vrai sujet pour nous, l'application des pénalités, tant dans un esprit, mais plus largement dans le CCAP, finalement, de favoriser le dialogue et le contradictoire, systématiquement, avec également un objectif de plafonnement. Les changements de normes et de législation qui n'étaient pas prévisibles, et tout ce qui avait trait à la gestion des aléas, les réclamations, on en a très largement parlé. Alors même si certaines spécificités des travaux, et notamment on voit bien le risque pyrotechnique, le processus de réception des travaux largement dépendant de la mise en eau et de ses contraintes, ou encore, on n'en a pas parlé, mais les vérifications de performance hydraulique ont fait l'objet de débats animés, sans pour autant qu'on parvienne à un entier compromis. Mais pour autant, je pense qu'on peut souligner que l'esprit dans lequel on a collectivement mené ce travail a été partagé par une volonté de parvenir à un accord durable et opérationnel dans l'intérêt du projet. Et donc je pense qu'on ne peut que saluer cette démarche collectivement. Je te laisse. Oui. Que de chemin parcouru, en effet, Camille, depuis nos premières réunions et depuis les premiers CCAP proposés dans le cadre des premiers marchés. Nous sommes tous heureux de constater que ce grand projet d'intérêt européen, mais aussi régional et national, initié à minima depuis les années 80, est maintenant une réalité opérationnelle. C'est un projet ambitieux qui va porter l'ensemble des acteurs des travaux publics, des PME régionales jusqu'au major, et ce sur ces 5-6 prochaines années. Et ça va être aussi un formidable booster socio-économique pour les territoires, tant durant la phase de construction que tout au long de l'exploitation de l'ouvrage. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de tout cela, et merci encore, Président, pour votre initiative qui a contribué à ce vrai succès et à ce très beau projet qui est en train de se profiler devant nous, qui est bien initié aujourd'hui, mais qui va prendre de l'ampleur dans les tout prochains mois, à n'en pas douter. Bon, on va terminer. Je laisserai le mot de la fin, bien sûr, à notre hôte. Donc, merci beaucoup, Benoît, merci Camille pour cette conclusion, merci à toute l'équipe. On voulait faire court, parce que je pense que c'était surtout que vous voyez un panorama rapide de tout ce qui a été fait. J'espère en tout cas que depuis 2021, ce projet non identifié, bon, à l'époque, il était totalement non identifié par les opposants et compagnie, donc on aurait pu rester non identifié, mais c'est très calme, vous pouvez le remarquer en termes d'opposition. Peut-être non identifié au COI, mais je pense qu'il est bien identifié maintenant comme projet engagé. Et puis surtout un projet maintenant bien identifié par vous, qu'on a essayé en effet, merci en tout cas pour vos mots, pour bien construire ensemble. Alors c'est un projet, comme je vous l'ai dit, on est la génération Canal, on en sera tous très fiers en termes d'innovation, très fiers en termes de ce qui va être réalisé. Dans quelques jours, on dévoilera l'attributaire du pont Canal de la Somme. Ceux qui le voient, ils font waouh, voilà. Donc c'est sûr qu'on pourrait être très fiers de l'ingénierie française, on pourrait être très fiers des entreprises françaises, et puis aussi, merci Benoît l'a dit, de la façon dont on le conduit, parce qu'en effet, demain, au Conseil de surveillance, il y aura la validation de l'engagement juridique, grand sujet, n'est-ce pas? Et dès le soir, on va présenter le projet au maire. D'accord, puisqu'on les met dans la confidence tout de suite, que c'est important que les territoires, et Benoît l'a dit, hein, c'est un projet mené avec les parties prenantes. Et je sais, rassurez-vous, sur les clauses d'insertion, c'est pas aussi ambitieux. Alors, on en reparlera avec Christophe, on n'a peut-être pas les mêmes méthodes de calcul, mais il n'y a pas de souci. Le Nord, c'est solidaire, et donc on sait faire, et j'ai vraiment aucune inquiétude là-dessus. Et les résultats
des premiers marchés le montrent. On a parlé de l'écluse, du terrassement du secteur 1 et du marché de Ressainement, mais sur l'écluse, n'est-ce pas Guillaume, on est déjà à presque 30% de réalisation, donc, alors qu'on n'a même pas encore commencé à creuser le sas, quoi. Donc voilà, et donc rassurez-vous. Donc vraiment merci Alain de ton appui. Quand je lui ai demandé, il a dit tout de suite on le fait. Donc voilà, c'est très important qu'on ait les entreprises comme nos sociétés d'ingénierie à nos côtés. On a puisqu'il y a eu des bruits qui couraient, on s'est bien rabiboché avec nos maîtres d'œuvre, on s'entend bien, donc ça avance bien. Et demain avec nos entreprises, ça va très bien se passer aussi. Et pour que l'ingénierie française et les entreprises françaises puissent aussi faire des beaux projets de canaux à l'étranger. Actuellement, il n'y a qu'un seul autre canal en construction dans le monde, c'est la Chine. Donc, voilà, c'est le canal de Pinglu, n'est-ce pas? Donc, comme quoi, on peut aussi se comparer à la Chine, mais il faut un peu avoir d'ambition, comme l'a dit Benoît, et on peut en avoir. Voilà, merci Alain en tout cas pour ton accueil et le travail de toutes les équipes pour notre démarche un peu inédite et innovante. Merci Jérôme de ces mots, et puis merci à toutes les équipes, et que ce soit CSNE, FNTP, d'avoir fait que ce sourcing se passe bien, qu'il aboutisse à des compromis qui étaient souhaités. Moi, je n'aime pas le terme de conclusion, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une conclusion, au contraire, c'est un démarrage. C'est un démarrage aujourd'hui de travaux en France qui seront importants, qui vont marquer une époque. Tu l'as dit, on fait un canal tous les siècles. Mais je suis très heureux que ça se passe aujourd'hui, que ce soit pour nos entreprises, pour l'image de la France, pour les ambitions qu'on porte. Et c'est vrai que ça sera une vitrine pour nos entreprises, pour porter haut les couleurs des travaux publics à l'étranger. Ça, c'est quand même aussi important. Je sais que ces marchés doivent être gagnant-gagnant, que à la fois vous êtes à l'écoute, mais que nos entreprises doivent être à l'écoute, que ce soit sur les coûts d'objectifs, que ce soit sur tout l'aspect contractuel. Donc je leur fais confiance dans les trucs, comme je sais que toi tu fais confiance à tes équipes pour qu'on se rapproche. On est un peu aussi tous les deux, un peu les aiguillons pour essayer d'être un peu le ciment qui puisse arriver à faire ça. Je crois que c'est très important, et comme tout projet, on ne peut pas le réaliser si on ne travaille pas à la fois en confiance et aussi en co-construction. Donc merci encore, et puis longue vie au canal CSNE, et qu'il aille jusqu'au bout.